Si j'ai bien compris, Organisation mondiale du travail, ils ne maîtrisent pas précarité. Et comment ça se passe avec bénévolat et avec travail volontaire? Vous voulez dire entre le statut de salarié et le travail bénévole? Voilà, je pense que si on ne maîtrise pas le travail qui est légal, avec travail volontaire ou avec travail bénévolat, ça se passe encore pire. Oui, alors là, si on parle de travail bénévole, c'est encore autre chose, si vous voulez. Hein. Dans la relation salariée, c'est-à-dire qu'il y a un donneur d'ordre, enfin un donneur d'ordre, qu'il y a un employeur qui emploie pour un travail donné, fixe a priori une rémunération donnée, mais ce n'est pas toujours le cas, puisque pour ceux où il n'y a rien de déclaré, même le salaire peut rester une inconnue. On découvre à la fin du mois ce que l'employeur veut bien verser. Enfin bon, on a ce genre de situation. Les horaires ne sont pas définis. Enfin là, dans le travail salarié, je dirais le repère classique, c'est un employeur et un salarié qui lui offre sa force, soit physique, intellectuelle, enfin bref, ses capacités pour effectuer un travail donné. Bon, le bénévolat, me semble-t-il, ça recouvre une autre notion. Vous êtes bénévole, vous êtes volontaire. Alors, pour faire un travail, est-ce que c'est un travail dans une association, par exemple, caritative, d'entraide? Si c'est un travail pour produire qui n'est pas déclaré, là, c'est l'ensemble de la communauté qui peut s'en ressentir. Il y a du travail, alors bénévole, je ne sais pas, non, je ne crois pas qu'on le qualifie de bénévole, le travail familial qui est reconnu comme spécifique aussi à l'Organisation internationale du travail. Travail familial, c'est soit dans des exploitations familiales, de petits agriculteurs qui ont un adolescent, voire même un enfant, et qui participent aux tâches ménagères. Dans certains métiers de l'artisanat, ce qu'on appelle l'emploi familial, c'est le cercle familial. Mais c'est pas pour que l'enfant soit à la terrasse d'un restaurant, à débarrasser ou à la plonge. Oui, c'est dans le cadre d'un travail léger, hein, d'appoint. Mais après, il peut y avoir, parce qu'il y a du travail, le travail n'est pas synonyme systématiquement de statut salarié. Hein, il y a du travail dans un cadre libéral, par exemple, il y a plusieurs statuts possibles. Il y a du travail sous forme de coopérative, où là, ici, alors coopérative, j'ai aussi, je me suis aperçu aussi que le terme de coopérative pouvait recouvrir des réalités, même juridiques, très différentes d'un continent à un autre. Hein. Au Brésil, en Amérique, sur le continent américain, en général, la coopérative, c'est encore une autre approche juridique qu'en Europe. Enfin, cette forme de propriété différente d'une entreprise et d'une association différente de ceux qui y travaillent, vous voyez, où chaque travailleur a un pouvoir de décision sur les orientations, sur les investissements. C'est un type d'entreprise qui est beaucoup plus co-dirigée par l'ensemble de la communauté de travail que ne l'est une entreprise classique et naturellement, a fortiori, une multinationale où là, on ne sait même plus très bien qui est le cercle de dirigeants, où il se situe. Bon. Donc il y a aussi plusieurs statuts juridiques différents qui peuvent recouvrir le travail, hein, le travail étant une notion plus large. D'ailleurs, j'évoque aussi quelques débats qui sont d'actualité pour savoir si la notion de salarié ne serait pas dépassée aujourd'hui hein, dans le débat public. On voit que d'aucuns considèrent, à la fois du fait des technologies nouvelles, mais aussi de recherche de nouveaux rapports dans le travail, que demain, peut-être, tout le monde deviendrait auto-entrepreneur et se vendrait comme ça à des donneurs d'ordre. On prend appui sur Uber, des sociétés comme ça, pour que... Voilà, il y a... Ça n'est pas du tout un phénomène nouveau. Hein, aux États-Unis, dans la partie nord-américaine, ils connaissent ça depuis plus d'une quinzaine d'années. Et ce qu'on commence à percevoir, y compris par ceux qui vivent ces nouveaux statuts, ces nouvelles relations de travail, on n'est plus avec un contrat de travail, mais un contrat commercial. Je travaille quand on me donne du travail, je suis rémunéré selon le tarif qui est fixé par... on s'aperçoit que la dépendance économique, elle est tout aussi importante, si ce n'est plus encore. Au point qu'en Amérique, certains revendiquent maintenant d'être réintroduits dans la catégorie des salariés et pouvoir bénéficier de règles qui sont fixées par les conventions collectives, ce qui n'est plus le cas lorsque vous êtes seul dans un rapport commercial avec un donneur d'ordre, à vous plaindre de la tarification, des horaires inacceptables ou élastiques, enfin bref.
Bon, les projections que fait l'OIT, qui se penche sur ce qui évolue dans le travail, c'est d'ailleurs un thème récurrent d'études qui a été arrêté jusqu'au centenaire de l'organisation. Donc on demande à chacun de réfléchir aussi sur les évolutions du travail aujourd'hui. Il y a bien sûr des évolutions technologiques qui ont un impact sur la structure des collectifs de travail. On peut créer des communautés de travail aujourd'hui à une échelle internationale du fait des technologies de communication. C'est une capacité qu'on n'avait pas encore il y a une quinzaine d'années. Donc, quel type de réglementation du travail appliquer, quel type de contrôle opposé dans ces chaînes d'organisation multinationales, il y a des questions nouvelles aussi qui sont posées au travers de ça. Quant à ceux qui considèrent qu'il n'y a plus lieu de débattre du droit du travail parce que le statut de salarié va disparaître et que tout le monde va devenir auto-entrepreneur, ça c'est une projection que ne retient absolument pas l'OIT, qui considère que pour les décennies à venir, plus de 85-90% du travail demeurera un travail de statut salarié. Alors, salarié s'il est déclaré, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est salarié, un employeur qui embauche directement quelqu'un et qui est censé le rémunérer avec un contrat. Hein, ça, c'est... Le problème, c'est que pour l'instant, la moitié d'entre eux n'a pas de contrat, comme je vous l'ai dit. Pour revenir à l'Europe, est-ce que l'OIT a des rapports avec la CES, parce que finalement, là, il y a peut-être un rouage qui pourrait faire plancher l'Europe. Alors la CES, la Confédération européenne des syndicats, hein, donc qui regroupe les principaux syndicats présents en Europe, comme son nom l'indique, n'est pas reconnue en tant que telle au niveau mondial. C'est la Confédération syndicale internationale qui est l'interlocuteur syndical officiel pour l'OIT. Par contre, nous nous concertons entre Européens au sein de la Confédération européenne des syndicats. D'autant plus que lorsqu'on regarde la géographie des droits sociaux dans le monde, bon, ça n'est pas un hasard, mais c'est bien le continent européen où les droits sociaux sont les plus développés. Mais ça, c'est directement lié à l'histoire sociale et politique du continent européen. En France, si nous avons des droits sociaux plus développés qu'ailleurs, c'est aussi le fruit de luttes sociales, syndicales et politiques. Hein. Les congés payés, on fête l'anniversaire du Front populaire 36 cette année, ça correspond à une période politique. La sécurité sociale, c'est le produit du programme du Conseil national de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est aussi le fruit d'une pression et de choix politiques considérant quand même assez spectaculaire que dans un pays désœuvré, voire pas totalement détruit, mais enfin très diminué, il était un des moyens de relève, c'était justement de faire en sorte que le système de protection sociale soit pour tous, et ça a sans doute contribué, comme on le dit souvent, à la reconstruction du pays, en tout cas dans sa dimension sociale, parce qu'il n'y aurait pas eu ça. Et on voit combien, à l'inverse, les pays qui sont dépourvus de ce système de protection sociale universelle pour l'ensemble de leur population sont confrontés à des situations sociales inextricables, voire des pathologies, des pathologies lourdes, alors que les systèmes des pays qui ont un système de protection sociale en sont en général plus épargnés. Donc il n'y a pas d'interlocuteur continental, c'est la CSI pour l'institution OIT. Par contre, on fait un travail syndical particulier au plan européen, et c'est ce que je voulais vous dire, notamment parce que nous sommes le continent où dans cette mise en concurrence sociale à l'échelle planétaire, c'est nous qui avons le plus à perdre. C'est nous qui avons le plus à perdre. Et on comprend mieux, c'était aussi un des objectifs de travers de cet ouvrage, la nature de certains débats qu'on peut avoir en France. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais faut-il, et avec quel objectif, réformer le Code du travail en France, par exemple? Bon, on comprend mieux quand on a une photographie des droits sociaux dans le monde, avec cette mise en compétition, que maintenant tous les gouvernements auraient tendance, plutôt que d'essayer de pousser une législation mondiale, avec une base des traités, ça existe, il n'y a pas à réinventer la poudre, hein, on a ces expériences mondiales. Plutôt que de pousser politiquement dans ce sens-là, élever le niveau de ceux qui en ont le moins possible, on a des gouvernements qui, au contraire, veulent donner des gages aux investisseurs et veulent se présenter comme les plus grands facilitateurs auprès des entreprises, en pensant que c'est ça qui va être le plus attrayant pour que les entreprises et les investisseurs s'installent sur leur territoire. Bon, en Chine, ça fait déjà quelques temps maintenant, en Chine,
à leur tour, ils vivent les délocalisations parce que les travailleurs chinois finissent par coûter trop cher. Il y a même des grèves en Chine. Il y a à peu près 100 000 grèves recensées en Chine. Bon, à l'échelle de la Chine, c'est... Bon. Il y a un syndicat officiel qui parfois d'ailleurs est obligé d'accompagner certaines grèves parce qu'à un moment donné, c'est tellement fort que si on ne veut pas perdre toute crédibilité, on est obligé d'accompagner. Mais enfin, il y a aussi des mouvements de grève sans le syndicat officiel, puisque c'est un... mais avec des associations ou des syndicalistes de pays voisins qui essayent d'aider. Et puis il y a surtout un mal-être qui, à un moment donné, amène les ouvriers à dire stop, trop c'est trop, quoi. On veut une amélioration des conditions de travail, on veut un meilleur salaire, etc. Donc le pouvoir a dû aussi lâcher du lest, là, aussi mettre de l'huile dans les rouages. Et les salaires ont augmenté dans certains endroits en Chine. Ben, les investisseurs internationaux qui, dans des activités où le coût de la main-d'œuvre est un des premiers facteurs pour décider, ont trouvé moins cher que les ouvriers chinois en descendant encore un peu plus au sud de l'Asie. Donc on voit que dans cette spirale du moins 10 ans, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et comme je vous l'indiquais, parce que la question va se poser, est-ce que demain, la référence mondiale, ce sera travailler avec contrat ou sans contrat? Nous, ça peut nous apparaître surprenant d'avoir ce challenge, mais c'est la question qui va être posée. Qu'est-ce qui va prendre le pas demain? Je vous ai dit, près d'un travailleur sur 2. Et la tendance est à la progression. Nous allons être dans la minorité. Ben, on va nous expliquer que c'est un privilège dépassé que d'avoir un contrat de travail. Enfin, je pousse le bouchon à l'excès, mais on va avoir ce genre de raisonnement si on laisse... Oui, vous vouliez réagir peut-être? Oui, justement, là, on arrive à un point où je voudrais comprendre les priorités de l'OIT, justement, pour intervenir par rapport aux pays, puisque c'est essentiellement les pays, vos interlocuteurs. Et je voudrais savoir si c'est l'écart par rapport aux normes qui fait le plan d'action de l'OIT, ou si c'est le nombre de travailleurs qui sont maltraités dans un pays. Par exemple, on a quand même 10 pays qui représentent plus de la moitié de la population mondiale, la Chine, l'Inde, le Bangladesh, l'Indonésie en 4e, les États-Unis juste devant, et puis le Bangladesh, le Pakistan, enfin on voit le Brésil, tout ça, ça fait des pays qui représentent une énorme population mondiale. Et là, on a parlé du Qatar. Bon, ok, là je vois qu'il y a un écart évidemment assez important par rapport aux normes de l'OIT, mais je voudrais comprendre la suite. S'il vous plaît, merci. Ces grands pays que sont, vous les avez évoqués, hein, en termes de population, mais aussi d'impact sur le commerce mondial. Quand on cite Chine, États-Unis, Inde, et puis moi j'y associe les pays du Golfe, même si en termes d'étendue ou de consistance, en termes de place dans l'économie mondiale aujourd'hui, c'est évident qu'ils occupent une place importante. On cite ces pays, en termes de standard social, ça fait partie des derniers. Hein. Les États-Unis ont ratifié par exemple 2 conventions internationales, 2 conventions fondamentales du travail sur 8. 2 sur 8. La Chine, c'est 4. C'est quand même... On ferait un micro-trottoir, c'est pas pour dire quel est le meilleur élève, hein, parce que, encore une fois, loin s'en faut, la Chine... mais on fera un micro-trottoir. Qui, d'après vous, de la Chine ou des États-Unis, est le plus en conformité avec les normes fondamentales du travail? Je suis pas sûr que la moitié donnerait la bonne réponse. Hein. Alors, là aussi, la ratification ne permet pas forcément de décrire une réalité objective, parce que vous avez aussi des pays qui ratifient des textes et ne les mettent pas en œuvre. C'est pour ça que derrière, il y a tout un système pour vérifier qu'un pays qui ratifie met bien en œuvre le traité qu'il a validé, qu'il a ratifié. Mais déjà, ratifier un texte, c'est un acte politique pour la communauté internationale. Donc, et on est redevable devant la communauté de sa mise en œuvre. Donc c'est pas gratuit quand même. Les États ne ratifient pas comme ça au hasard ou selon un bon vouloir. C'est un signe politique, c'est une volonté politique. Alors les États-Unis, il y a aussi cette affaire de statut singulier de l'État, puisque ce sont les États-Unis, avec une constitution qui, sur les questions sociales, le délègue aux États, aux États
Pardon? Aux États fédérés, voilà, merci, je cherchais l'expression. Donc ce n'est pas l'État fédéral qui est compétent sur la plupart des questions sociales, ce sont les États fédérés. Et en même temps, à l'OIT, on ne reconnaît pas les États fédérés, on reconnaît que les États-Unis. Voilà. Donc on est dans cette mécanique juridique complexe. Voilà. Et pour l'Europe, on ne reconnaît pas l'Union européenne, on ne reconnaît que les États qui en sont membres. Voilà. Le parallèle est... Alors, les priorités, c'était plutôt votre question. Les priorités tournent autour du travail décent. Alors, travail décent, on y met le système de protection sociale, la rémunération pour vivre décemment, le non-travail des enfants, pas d'esclaves. Voilà, ces caractéristiques-là. L'Inde, c'est 95% du travail qui n'est pas déclaré. Mais vous allez retrouver à peu près les mêmes... les pays qui sont en retard en protection sociale sont ceux qui n'ont pas, qui ont un fort taux de travail non déclaré, parce que ça va avec. Dès lors que vous n'avez pas de travail déclaré, vous n'avez pas de cotisation, et donc vous n'avez pas de politique publique pour essayer de mettre en œuvre un système, si minima soit-il. Donc qui dit pas de ressources publiques, dit non aussi pas beaucoup d'infrastructures publiques, dont les écoles. Le premier facteur qui participe à entretenir le travail des enfants, il y a deux facteurs essentiels, c'est les faibles ressources des parents. Ça paraît basique de le dire, mais c'est le premier facteur qui pousse au travail des enfants, c'est quand les parents n'ont pas de ressources suffisantes, donc les enfants sont envoyés au travail. Et le deuxième facteur, c'est l'absence d'accès aux structures éducatives. Il n'y a pas d'école, soit il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'instituteur, ou alors c'est trop loin, il n'y a pas les moyens de transport, notamment dans les campagnes. Donc les deux facteurs qui participent à l'entretien du travail des enfants, ce sont ces deux-là, l'insuffisance de revenus des parents et l'absence de structure éducative. Donc l'absence de structure éducative, elle est très présente, elle est omniprésente, cette absence est omniprésente, si la formule est... dans les pays qui n'ont pas de travail déclaré, où il n'y a pas de ressources publiques, on ne peut pas financer les structures scolaires. Donc là aussi, ça renvoie au type de coopération qui existe entre les pays pour faire en sorte, en termes d'entraide, d'avoir des projets qui, là où c'est utile, visent effectivement à construire des écoles, des structures scolaires. C'est de nature à participer à éradiquer le travail des enfants. Donc il y a aussi du travail ciblé par pays, notamment ceux qui en ont le plus besoin. L'OIT a aussi des départements qui sont structurés avec de l'aide technique. Quand on dit aide technique, ça peut être, je vous ai parlé de la formation d'inspecteurs du travail, par exemple, pour des pays africains, mais ça peut être le cas pour des pays d'Asie. Ceci dit, je pense à la Thaïlande, parce que c'est une anecdote que j'ai gardée en mémoire à l'occasion d'une rencontre après la catastrophe du Rana Plaza, une conférence mondiale. C'était la ministre du Travail de Thaïlande. L'OIT faisait pression de nouveau sur les pays pour que les inspecteurs du travail soient mis en condition de jouer véritablement leur rôle. Soient assez nombreux, soient formés, etc. Et les moyens de mener leurs inspections. Bref, l'OIT exerçait une certaine pression vis-à-vis des États pour dire, parce que dans les éléments, c'est pas le seul bien sûr, mais dans les éléments de la catastrophe du Rana Plaza, il apparaissait qu'un inspecteur du travail avait donné son autorisation à exploiter cette usine qui était en infraction notable avec de nombreux textes réglementaires déjà sur le code de l'urbanisme, puisqu'ils avaient rehaussé ce bâtiment en dehors de toutes les règles de construction. Donc là, il n'y avait pas que des infractions au travail, il y avait de multiples infractions. Et donc ce ministre, à l'occasion de ce forum, ministre du Travail de Thaïlande, dit, nous, on a fait notre travail, on a multiplié par 2 le nombre de nos inspecteurs du travail dans les filières du textile, parce que la Thaïlande fait partie des pays où l'activité textile est assez développée. Mais on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, et si vous pouviez nous aider, dit-elle, en direction de l'Organisation internationale du travail, on serait demandeur de votre aide. Ce qu'on n'arrive pas à enrayer, c'est la corruption. Pour qu'il n'y ait pas corruption, il faut que les fonctionnaires soient rémunérés à un niveau qui les protège, quelque part, de la corruption. Mais pour verser des salaires à des inspecteurs du travail à un niveau,
on va dire, acceptables, convenables, qui reconnaissent leur métier. Et il faut avoir des ressources publiques. Pour avoir des ressources publiques, il faut collecter de l'impôt, des cotisations. Vous voyez, donc cette absence de contrat de travail, dans les pays, il a forcément des effets diffus à des niveaux très, très, très importants. Et il y a plein de choses qui s'imbriquent, en fait. Oui, moi je voulais juste faire deux petites remarques sur ce dont nous avons parlé. On parlait des USA, à signaler quand même que c'est le seul pays au monde qui n'a pas ratifié la Convention des droits de l'enfant. Donc c'est quand même assez impressionnant. Je ne pense pas du tout que c'est dû au fait qu'il y ait des enfants qui travaillent, mais tout simplement il y a des mineurs qui sont condamnés à mort. Et puis aussi des mineurs qui s'engagent dans l'armée, en dessous de 18 ans. Donc à 17 ans, vous pouvez vous engager. Mais enfin, c'est quand même assez impressionnant. La deuxième chose, c'est que concernant le droit international, les États ont beau ratifier des traités, on a beau envoyer des spécialistes qui font des rapports, et ça c'est dans tous les domaines du droit international, c'est le fait qu'il n'y a aucun tribunal véritablement, pour par exemple concernant pas l'OMS, mais zut. Les droits sociaux, les droits sociaux, c'est qu'il n'y a aucun moyen de coercition. Et donc ça, c'est très problématique. Il n'y a pas comme, par exemple, pour le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme qui peut sanctionner des pays. Là, c'est quand même... pour tous les organismes de l'ONU, hein, c'est ça le problème. C'est la persuasion et la pression diplomatique internationale qui est censée représenter une force suffisante pour faire changer un état de position ou d'état d'esprit, d'approche sur un problème donné. Bon, on voit qu'aujourd'hui, ça atteint sans doute ses limites, qu'il faut imaginer d'autres leviers qui puissent être complémentaires. À la fois garder celui-ci, parce que si on arrive à persuader les gens, c'est quand même mieux que d'arriver en conflit. Enfin bon, si ça ne suffit pas et qu'on considère qu'on est sur des questions essentielles, bon, vous voyez, le travail des enfants, il y a plusieurs hypothèses. Enfin, plusieurs hypothèses. Il peut aussi y avoir plusieurs cas d'école. Il faut coopérer avec les pays pour contribuer à changer leur économie qui repose en partie, pour certains, sur un peu de travail des enfants. Si vous n'apportez pas une autre réponse sur le terrain économique, forcément, bon. Mais ceux qui, objectivement, peuvent avoir les moyens d'éradiquer le travail des enfants et que c'est quand même maintenu, là, il faudrait pouvoir disposer au moins de moyens de rétorsion un peu plus forts, parce que là, c'est un choix politique et qui est contraire aux valeurs humaines retenues par les États ensemble, quoi. Oui. Ce qui ressort de ce que vous avez exposé, j'en suis pas très surprise, mais l'évolution, enfin la régression de la situation du travail au niveau mondial, malheureusement, je le vois, il est arrivé dans les pays, disons, occidentaux, industriels, en Europe et voire même en France. Vous parliez des pays où il n'y a pas de contrat de travail. Je parle pour la France parce que c'est ce que je connais, mais le CDI, il y a une rumeur, on a une tendance à dire que ceux qui ont un CDI, ce sont des privilégiés et que les jeunes qui arrivent, malgré tout, ils vont avoir... enfin, c'est devenu une norme presque de rentrer dans le monde du travail par le biais d'un CDD qui se prolonge de plus en plus longtemps. Mes informations, c'est 3 CDD de 3 mois. Bon, voilà. Disons qu'il y a une tendance qui est inquiétante. Voilà, c'est le constat que je voulais faire. C'est pas les pays occidentaux et industriels qui vont faire remonter le niveau. Alors pourquoi? Il y a un tas d'explications. Et je suppose que le seul, c'est le libéralisme qui s'est installé partout dans le monde, avec les multinationales, comme vous le disiez, qui font la loi. Alors, je suis bien sûr d'accord avec votre constat. Hein.
les manifestations de cette précarité grandissante se traduisent différemment d'un pays à l'autre selon le niveau des droits existants déjà. Donc, comme vous le relevez, par exemple, le contrat à durée déterminée qui se substitue de plus en plus au CDI, l'entrée dans la vie active des jeunes en moyenne aujourd'hui chez nous à 25 ans désormais, et la cessation d'activité plutôt autour de 53 à 54, sans avoir pour autant le droit d'accéder à la retraite. Enfin, on a la traduction de cette précarité grandissante à l'échelle mondiale à notre niveau de droits sociaux. Voilà, et en même temps, on a aussi du travail informel qui se développe. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri. Les dernières statistiques concernant la part de richesse produite en France par du travail non déclaré s'élèvent autour de 10%. C'est considérable. C'est pour un pays dont on peut considérer qu'il y a une administration, des moyens de faire droit, de faire valoir ses droits, de la justice. Enfin, on est un pays état de droit. On est réputé pays état de droit. Malgré ça, alors, un niveau de richesse produite autour de 10%, et s'agissant du nombre de travailleurs, c'est plusieurs centaines de milliers, sans contrat de travail. Et parfois même sans papier reconnaissant qu'ils sont présents en France. Ils sont au travail. Et parfois des situations ubuesques où certains peuvent payer des impôts à Bercy, mais ne sont pas reconnus au ministère du Travail à Grenelle. C'est-à-dire, quand il s'agit de prélever, on vous reconnaît, mais lorsqu'il s'agit de faire valoir des droits comme salarié, on ne vous reconnaît plus. Bon, donc vous avez tout à fait raison sur la tendance. On vit l'impact de cette précarité à notre manière, mais c'est aussi pour ça que, enfin, j'espère, moi, apporter une contribution pour montrer que ce message ambiant selon lequel il faudrait que dans les pays les plus développés en matière de droits sociaux, il faudrait accepter de revenir en arrière et que ce serait de nature, peut-être, encore qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le dit, à améliorer le sort de ceux qui n'ont rien, c'est voué à l'échec. C'est pas parce que on aurait moins de droits dans les pays plus développés que ceux qui en ont le moins vont en avoir davantage. Tout le monde est tiré vers le bas. Alors il y a quand même des effets. Il ne faut pas, par exemple, je vais vous parler du travail des enfants. Le travail des enfants a reculé. Le travail de l'OIT a quand même contribué à faire reculer le travail des enfants. D'un tiers en une quinzaine d'années, il y a eu une action très volontariste, ça a reculé. Mais il en reste 168 millions. Et dans une économie qui est mondiale, donc il y a des gens qui font des affaires et du profit avec du travail des enfants. Voilà, donc à un moment donné, il faut quand même toucher à ça. Il faut toucher le nerf de la guerre, l'argent, quoi. Hein. J'imagine aussi, par exemple, dans quelques pistes qu'on pourrait, on pourrait noter. L'OIT pourrait se voir reconnaître la mission d'attribuer une note aux États en fonction du degré de conformité avec les normes internationales du travail. De manière à ce que le citoyen consommateur du monde entier sache qu'il achète un produit qui vient de tel ou tel pays, bon bah voilà, le standard moyen, il se situe à tel ou tel niveau. On pourrait aussi l'imaginer pour des firmes multinationales. Quel est le degré de respect, d'engagement de ces firmes pour promouvoir aussi la justice sociale? Parce que les firmes devraient être aussi moteurs de la justice sociale dans les activités qu'elles diffusent. Il y a celles qui entretiennent les zones de non-droit, et elles en tirent un profit supplémentaire, et on va en trouver, alors souvent sous forme caritative, c'est-à-dire qu'elles vont contribuer au financement d'une école, à un endroit, d'un dispensaire, etc. Mais de manière plus structurelle sur le travail, elles pourraient être davantage responsabilisées encore. Et donc, bon, j'imagine ce processus de notation, puisqu'on note, on note un peu à tout va. Est-ce qu'après tout, il ne pourrait pas y avoir un label? Parce que je pense que les consommateurs, les citoyens consommateurs, dans le monde entier, aimeraient mieux savoir les conditions dans lesquelles les produits sont fabriqués. Il y a d'ailleurs des associations qui se sont basées et qui militent en ce sens sur le travail des enfants. Il y a par exemple des associations sur le jouet, par exemple, qui surveillent à ce que les jouets ne soient pas... Bon. Mais on pourrait l'imaginer
comme une approche plus globale sur l'ensemble des produits, que le consommateur sache. Voilà, et la question de la réputation pour ces multinationales est importante. Si elles perçoivent que leur réputation commence à pâtir de leur image parce qu'on a détecté qu'elles entretenaient telle ou telle forme, voilà, la pression du consommateur fait qu'elles changent d'attitude. Hein, ou alors c'est leur chiffre d'affaires qui peut en pâtir énormément. Qui dit chiffre d'affaires, forcément, voilà, on touche. Et une réflexion au passage, puisque je parle de label ou de notation, je reprends cette comparaison parce qu'elle est réelle et je pense qu'elle est aussi parlante. Rendez-vous compte que dans les règles du commerce mondial, aujourd'hui, il y a plus de règles qui se soucient du sort fait aux animaux dans la chaîne alimentaire qu'il n'y a de règles qui se soucient du sort des hommes et des femmes dans la chaîne de production. Sous la pression du consommateur qui souhaite savoir comment les animaux sont élevés, nourris, logés, enfin, entretenus, éduqués, transportés, voire abattus, on intègre de plus en plus à la demande du consommateur des normes s'agissant du respect des animaux. Sur le respect des hommes et des femmes, il n'y a pas de règle particulière. Et donc vous avouerez que là aussi on est en droit de dire peut-être qu'on pourrait avoir un équilibre un peu plus humain dans l'approche de ces règles.